Bonsoir à tous et bienvenue à ce direct avec psychologue.net sur la thématique du deuil et ses différentes étapes. Donc je vais attendre que Raphaël me fasse un petit signe pour la demander pour l'audio. Parce que du côté de psychologue.net ça ne marche pas. Avec moi en tout cas. Donc on va croiser les doigts que ça marche ici. La dernière fois ça avait marché. Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Alors on va attendre un petit peu. Alors, je vais marquer le titre de la thématique. Ces étapes. Voilà. Alors. Alors, ça y est, je vais demander. Bonsoir Anne-France, là je pense que ça fonctionne. Alors, oui, tu m'entends bien? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends bien, je te vois Ok, bien aussi. ok, parfait, on va y arriver, c'est pas grave, pour un petit problème de compte. Donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler ensemble du deuil et de ses étapes. J'ai un peu fait le spoiler aux utilisateurs, mais on va aussi parler un peu du deuil de la rupture d'ailleurs amoureuse. D'accord. Alors, j'espère que les utilisateurs t'entendent bien, parce que moi j'ai beaucoup de mal, ça te coupe en fait, au niveau du son. Donc, Alors, Alors là, c'est marqué, la qualité est bonne. Visiblement, tout le monde nous entend bien. d'accord. Peut-être, je vais parler peut-être un petit peu plus fort pour que tu m'entendes un peu plus. Là, ça va? Si je parle comme ça, tu m'entends? Ça va? Tu m'entends D'accord. bien? Oui, 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 très bien. Merci, Anne-France. Donc, Voilà. Puis j'ai épinglé la thématique aussi, hein. Comme ça, moi, comme tu fais, je l'ai fait aussi. Je l'ai épinglé en bas pour les personnes qui se connectent maintenant. d'accord, super. Merci beaucoup, Anne-France. Je vais te demander de te présenter une petite seconde justement pour que les utilisateurs en savent un peu plus sur toi. D'accord. Alors, je m'appelle Anne-France Huré. Je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice. Je reçois à mon cabinet, je propose aussi des téléconsultations et des entretiens téléphoniques aussi. D'accord. Merci beaucoup, Anne-France. J'ai fait synthétique. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est passé par le confinement, le déconfinement et beaucoup ont connu le deuil malgré eux. Alors, Oui. d'abord, qu'est-ce que c'est le deuil? Alors, de deuil, pour donner vraiment une définition toute simple, le deuil, en fait, c'est un processus pour passer d'un état de souffrance à un état de bien-être, un état d'acceptation. C'est un processus. D'accord. Et pourquoi c'est important de faire le deuil? Alors, le deuil, c'est important à faire parce que si on fait pas le deuil, admettons, je donne l'exemple, on perd un être cher et pour différentes raisons, on se sent pas de faire le deuil, on est plutôt dans le déni ou on est à fond dans son travail. Les choses de la vie font qu'à un moment donné, il va y avoir un événement, un facteur déclenchant. Ça peut être un déménagement, un licenciement, une rupture amoureuse, où la personne va devoir faire le deuil de la rupture amoureuse. Et là, il va avoir le deuil du passé, par exemple de la perte d'un être cher qui n'a pas été réalisé, qui va s'impacter au deuil de la rupture amoureuse. C'est pour ça que c'est souvent conseillé de faire son deuil. Mais c'est une D'accord. démarche pas évidente parce que tout le monde n'a pas envie de passer par ces différentes étapes parce que c'est pas évident, c'est un travail sur soi à faire. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui utilisent d'autres stratégies pour passer à côté de ce deuil, D'accord. de faire D'accord. réaliser. Et je vais aller un peu plus loin, justement. Quelles sont ces stratégies que les Ben, personnes utilisent? comme tout à l'heure je disais, en fait, il y a des personnes qui vont se mettre à fond dans leur travail. Donc du coup, elles vont faire en sorte, en fait, que cognitivement parlant, elles vont être occupées du matin au soir. Par exemple, quand elles vont rentrer, elles vont se dire, bon, tiens, je vais faire du sport, ou je vais faire d'autres activités, ou je vais sortir. Et un maximum, elles vont éviter de se retrouver seules, parce qu'elles ne veulent pas faire le deuil. Donc elles sont toujours entourées, elles font toujours plein de choses. D'accord. Et voilà. Et donc ça, c'est une stratégie, mais malheureusement, à un moment donné, le deuil va revenir un jour ou l'autre, parce que cette personne-là, à un moment donné, se fatigue, et mentalement et physiquement. D'accord. Il y Et a, il y a une autre stratégie, tout à l'heure je le disais aussi, après c'est une stratégie qui est peut-être inconsciente, ça dépend des personnes, c'est d'être dans le déni. En fait, quand on est dans le déni, on est dans le déni de la réalité.
D'accord. Donc, d'un côté, mentalement, elle sait que la personne est décédée, mais d'un autre côté, elle fait comme si elle était toujours vivante. Toujours dans l'exemple de la perte d'un être cher. Donc, pour elle, tout va bien. Parce que c'est D'accord. comme si elle était partie en vacances, qu'après, elle va pouvoir la recontacter. C'est une stratégie qui va durer le temps du déni, mais à un moment donné, voilà, Oui, le retour massue va être dur, quoi. c'est difficile. Et le déni, D'accord. ce qu'il faut savoir, c'est que le déni, en fait, qui fait partie des étapes du deuil, en fonction des personnes, il y a des personnes qui peuvent rester dans le déni pendant des années. Ah oui, quand même. Donc, oui. C'est aussi un, je sais pas si vous avez rencontré mais, autour de vous, hein, les personnes qui nous écoutent, mais ça peut arriver aussi. D'accord. Et justement, Anne-France, quelles sont les étapes du deuil, vu que le déni en fait partie? Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais ce que je vais faire après, toutes les personnes qui veulent ce document, après vous me dites, je vous l'envoie. C'est en fait un tableau avec les différentes, je sais pas si vous voyez bien, les différentes étapes. Bon, c'est à l'envers, mais je vous l'enverrai de toute manière après, hein. Si vous D'accord. voulez, moi aussi, je te l'enverrai. En fait, le premier, alors ce qu'il faut savoir sur les étapes du deuil, c'est que chaque personne les fait d'une manière différente. Tout le monde passe par ces différentes étapes, mais pas d'une manière chronologique. Il y a des personnes qui peuvent être, par exemple, dans la colère, après la tristesse. Vous voyez, c'est vraiment propre à chacun. Et à la D'accord. base, généralement, c'est le choc émotionnel. Alors, toujours dans l'exemple, on perd un être cher. Bien sûr, si on perd un être cher et que la personne était malade depuis quelque temps, la personne est plus préparée. Donc, ça ne veut pas dire que le deuil sera plus facile, mais elle est préparée. Donc, le choc émotionnel, il est moins intense que, par exemple, si on perd quelqu'un d'un accident de voiture ou autre chose. Là, c'est très violent, le D'accord. choc émotionnel. Et en fait, le choc émotionnel aussi, il peut durer pas mal de temps, aussi quelques jours. La personne, elle peut être en état de sidération par rapport à la nouvelle. Ensuite, comme j'en ai parlé, il y a le déni. Donc, comme j'ai dit, hein, le déni, en fait, c'est le déni de la réalité, de ce qui se passe. Ça peut durer un certain temps. C'est propre à chaque personne. Et en fait, c'est vrai que souvent, moi, les patients me demandent combien de temps ça dure un deuil. Et ça, en fait, c'est une question que j'ai souvent, mais je peux pas répondre parce que c'est propre à chaque personne. Il y a des D'accord. personnes qui vont faire un deuil en 6 mois, d'autres en 2 ans. D'accord. On peut pas planifier le temps que la personne, elle va prendre pour atteindre une étape. Par exemple, l'étape au niveau de la colère, au niveau de la tristesse. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la personne, quand elle fait son deuil, elle avance progressivement, petit à petit. Et là aussi, les choses de la vie vont faire que peut-être qu'il va avoir je vous dis n'importe quoi, un souci au travail ou une dispute avec son copain ou un problème avec la famille qui va freiner l'élaboration du deuil. Donc, du coup, D'accord. le deuil, D'accord. en fait, c'est un travail sur soi à faire et en fonction de ce qu'on vit dans la vie, il peut pendant un certain temps être freiné et puis après se réactiver en fonction dès que ça va mieux au niveau des soucis extérieurs au deuil. D'accord. Et je vais te couper juste un instant, Anne-France, c'est que Oui. donc tu nous as dit que effectivement il y avait différentes étapes et qu'elles sont pas forcément toutes dans le même ordre. Mais est-ce que Oui. finalement on est obligé de passer par toutes ces étapes? Est-ce que genre par exemple on est obligé de passer par le déni? Alors, moi, je dirais que le déni, même s'il est très petit, il y a un passage où la personne, elle va être dans le déni. D'accord. Il y a un passage. Il peut être vraiment très court par rapport à certaines personnes, mais il peut arriver. Il arrive assez fréquemment. Enfin, moi, D'accord. si vous voulez, de mon expérience, j'ai pas connu un patient qui n'a pas vécu ce petit passage-là, cette forme de déni pendant un D'accord. temps. D'accord. Donc C'est, quand bien même la phase est petite, finalement on doit passer par cette phase. voilà, c'est quelque chose qui, en fait, si vous voulez, les personnes quand elles sont dans le déni, elles se sentent apaisées. La personne qui est dans le déni, se dit, je vous donne un exemple. Imaginez une personne qui a perdu son père ou sa mère et le relationnel n'était pas génial. Elle s'appelait une fois par an. Bah, pour elle, finalement, ça change pas grand-chose sur le moment. Donc D'accord. elle se dit finalement, vous voyez, bon, elle est dans le déni. Elle se dit bon je verrai bien l'année prochaine. De toute manière, on s'appelait qu'une fois par an. Et après, quand arrive la date où elle s'appelait, c'est sûr que là, effectivement, ça reprend dessus. Mais ce déni est toujours arrive toujours à un moment donné dans ses étapes. Et là D'accord. aussi, Ok. c'est propre à chaque personne, c'est pas dans le même ordre chronologique. Alors après, il y a la colère. La colère, par rapport à la colère, toujours par rapport à ce même exemple de la perte d'un être cher, la colère, elle est soit tournée sur soi-même, soit sur l'autre. Quand elle est tournée sur soi-même, par exemple, la personne, elle va se dire
je suis responsable, c'est de ma faute, j'aurais dû être plus proche d'elle ou de lui. Elle se met une grande culpabilité sur ses épaules. Et après, il va avoir la colère par rapport à la personne. Pourquoi il m'a quitté? Pourquoi elle m'a quitté? Pourquoi elle m'a fait ça? Donc, la colère en fonction des personnes aussi, ça dure un certain temps. Et là, il faut petit à petit, après, au niveau de la colère, il y a aussi que, en fonction de la perte, en fait, il peut avoir des non-dits. Donc, moi, par rapport à mes patients et mes patientes, ce que je leur propose à faire, c'est de faire une lettre symbolique à la personne qui est décédée pour pouvoir lui dire à travers la lettre tout ce qu'elle n'a pas pu lui dire verbalement. Surtout quand c'est la perte d'un être cher suite à un accident de voiture ou d'avion, c'est sûr que là, voilà, c'est soudain. Donc, moi, j'entends souvent si j'avais su, je lui aurais dit plus souvent, je serais restée plus longtemps près d'elle ou près de lui. Vous voyez, il y a toute cette culpabilité qui est là et cette colère. Oui. Les gens ont souvent des regrets ou des remords. Ouais. Tout à fait, c'est ça. Et du coup, la lettre symbolique, pour toutes les personnes qui nous entendent, c'est vraiment quelque chose à réaliser, à mettre en place pour essayer d'avoir un petit cahier de bord, en fait. C'est bien, j'en parlerai après, le cahier de bord. D'accord. Après, il y a la tristesse. Alors, la tristesse aussi, la tristesse, c'est propre à chaque personne au niveau du temps. En fait, la tristesse, c'est là où la personne, elle présente soit un état dépressif réactionnel au décès de la personne, ou en fonction, si elle arrive à s'en sortir ou pas, ça peut être, si elle descend de plus en plus, c'est là où il peut avoir la dépression. D'accord. Donc oui, c'est possible de tomber en dépression à la suite d'un deuil. Voilà. À ce moment-là donné, si au niveau de l'étape de la tristesse, au niveau de cette émotion-là, la personne, elle a du mal à remonter, plus elle descend, plus l'état dépressif va se transformer en dépression. Et là, il faut être effectivement vigilant si vous avez des personnes autour de vous. Et c'est là, c'est même bien avant que c'est conseillé que la personne puisse voir un thérapeute pour pouvoir justement exprimer ses émotions, pour pouvoir avoir un étayage. D'accord. Et on a d'ailleurs une personne qui nous commente que il est bon de rappeler que le deuil ne concerne pas forcément la mort de quelqu'un, mais une rupture, un déménagement. Mais... Oui, tout à fait. C'est vrai qu'après, j'allais en parler. Effectivement, il y a différents deuils, on en parlera après. Mais c'est vrai qu'effectivement, tout à fait, un déménagement, un licenciement. En fait, dès qu'on change d'état, si vous voulez, bon, sans pour autant penser au mot deuil à chaque fois, parce que ça nous arrive souvent de changer de situation dans la vie, parce que la vie est toujours un éternel mouvement. Mais en fait, si vous voulez, il faut vous dire que à chaque état qui change est égal à un deuil, en fait. Vous déménagez, vous changez de ville, vous passez par différentes émotions, vous faites un deuil. D'accord. Et d'ailleurs, il y a une question intéressante. Si on a vécu un traumatisme, alors attends. Si on a vécu si on a vécu un traumatisme, on devrait faire un deuil? Et oui, qui dit traumatisme, et oui, bien sûr, pour pouvoir justement tourner la page à cet événement traumatique. Oula, je t'ai perdu, ça y est. Ça y est, le portable s'est pas senti bien, c'est bon. C'était le moment amusant du direct. C'est ça. Et oui, un traumatisme, effectivement, après, il faut faire le deuil de ce traumatisme. D'accord. Et en fait, si vous voulez, comme tout à l'heure, j'en parlais au début du direct, c'est que l'importance de faire du deuil, parce que, admettons, bon, la personne n'a pas de chance, mais bon, malheureusement, des fois, on ne sait pas ce qui nous attend. Une personne qui vit un traumatisme, elle décide pour différentes raisons d'être dans le déni et de faire comme si il lui était rien arrivé. Donc, elle ne fait pas le deuil de son traumatisme. Et les choses de la vie font que, je vous donne un exemple, 15 ans après, elle revit un autre traumatisme. Et là, il va avoir deux deuils à réaliser. Le premier qui va revenir qui va venir s'impacter au deuxième, et le deuxième. Donc là, ça va être beaucoup plus long. Plus lourd et plus, ok. Voilà, quoi. C'est pour ça que c'est important de pouvoir vraiment faire le deuil en fonction de la situation, une perte d'un être cher, une rupture amoureuse ou d'autres choses. Et après, entre la 4 et la 5, il y a l'acceptation. Donc là, c'est vrai que à partir du moment où il y a l'acceptation, ça, ce mot-là, essayez de le retenir vraiment, l'acceptation, l'acceptation. À partir du moment où vous acceptez, dans toute situation que vous vivez, à partir du moment où vous acceptez la situation, vous vous sentez beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine. Retenez ce mot, l'acceptation. Quand vous arrivez à l'acceptation, vous avez super bien avancé. Rien que ce mot, il est agréable à dire quand même. C'est vrai en plus, c'est vrai. Et après, il y a... Alors moi, je sais pas si vous avez vu sur Internet, sur les différents sites, il y a des personnes qui parlent de 7 étapes, de 6 étapes du deuil.
Moi, j'ai rajouté dans les étapes le pardon, parce que je trouve que c'est important dans les étapes après l'acceptation de pardonner, par exemple, à l'autre d'être parti et pardonner à soi-même aussi. Se pardonner à soi-même parce que les personnes, par exemple, qui ont eu cette émotion de la colère et qui en ont beaucoup voulu à la personne, par exemple, qui est décédée, après, elles sont pleines de culpabilité. Elles s'en veulent d'avoir pensé à ce genre de choses. Donc, du coup, après, il faut aussi se pardonner à soi-même. Puis après, ça peut être se pardonner une dispute, un souci familial ou un tas d'autres choses qu'on a pu vivre avec la personne qui est décédée. C'est pour ça que c'est important le pardon. Pardonner à l'autre, pardonner à soi-même. D'ailleurs, il y avait une question d'utilisateur qui était de savoir si c'était possible d'en vouloir à une tierce personne. Genre de ne pas avoir vu la personne morte ou… Et oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça. Et là, c'est vrai que ce qui est conseillé quand c'est possible, en fonction du relationnel, c'est d'essayer de discuter avec la personne pour lui dire, en fait, comme on dirait, pour vider son sac, en fait, pour lui dire, je t'en veux de telle et telle chose. Maintenant, je veux dire, ça fait partie du passé, on peut pas retourner en arrière. Néanmoins, je t'en veux encore, ou je t'en veux plus, pour le verbaliser. Et après, ce que je conseille en fonction des patients et des patientes, si par exemple elles sont en froid avec certains membres de la famille, pareil, passer par la lettre symbolique. La lettre symbolique, qu'elle peut décider de se dire, qu'est-ce que je fais après la lettre? Je la garde pour moi, je la brûle d'une manière symbolique, voilà, pour pouvoir tourner la page, ou je la donne à la personne concernée. Ça, c'est le choix de la personne. D'accord. Et est-ce qu'il peut pas y avoir même plusieurs lettres? Ça peut être un cheminement de la personne qui fait qu'elle va dire ses émotions au fur et à mesure et… Voilà, et oui, tout à fait. Et en fonction de ses émotions, bah, peut-être qu'effectivement, il va y avoir une prise de conscience des choses peut-être qu'elle a besoin de verbaliser par rapport à une tierce personne, effectivement. Donc, c'est vrai que le tout, c'est de démarrer la lettre. D'accord. Donc, on en était à 7 étapes du deuil, c'est ça? Voilà. Alors après, le pardon, il y a donc, là, on en est, le pardon, c'est la 6e étape. Après, la 7e étape, c'est reconstruction de soi, renouveau. C'est-à-dire avancer dans sa vie, en fait. Et après, à la fin, retrouver paix et sérénité. C'est ce qui nous permet de retrouver une paix et de la sérénité, qui nous permet d'avancer. C'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est qu'en fait, une personne qui fait pas son deuil, c'est comme si, quelque part, même si elle avançait dans sa vie, le deuil l'a figé quand même dans le temps. C'est comme s'il y avait quelque chose c'est comme, vous savez, apparemment, quand on a des freins qui nous empêchent de s'affirmer, de soulever des montagnes, ces freins ces croyances limitantes qui nous freinent dans la vie. Si on fait pas le deuil, c'est comme un frein qu'on a qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. On la vit, mais pas totalement. C'est pour ça que c'est important de pouvoir réaliser son deuil. D'accord. Et alors, Anne-France, est-ce que tu aurais des conseils pour mieux vivre le deuil? Alors, déjà, c'est propre à chaque personne. Déjà, posez-vous la question, est-ce que vous êtes vous êtes de nature à exprimer facilement vos émotions ou pas? Parce qu'il y a des personnes qui arrivent facilement à les exprimer dans leur environnement, donc elles arrivent facilement à pouvoir avancer avec les étapes du deuil. Mais les personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions, donc du coup, elles sont plus inhibées, plus introverties. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pour ça que là, effectivement, ça serait bien d'aller voir un ou une thérapeute justement pour pouvoir l'amener à prendre cette habitude d'exprimer ses émotions avancées. Après, voilà, au niveau des conseils, tout à l'heure, je crois que j'en ai parlé, c'est essayer de vous prendre dans le même style de la lettre symbolique, vous prendre un cahier de bord, moi j'appelle ça un cahier de bord, ça peut être aussi un cahier de la transformation de soi, où vous notez toutes vos émotions, si vous avez du mal à les verbaliser et si pendant un certain temps vous ne vous sentez pas d'aller voir un thérapeute, écrivez vos émotions, écrivez ce que vous ressentez, faites des tableaux. Notez ce qui est agréable, notez quand vous pensez à la personne, par exemple, qui est décédée ou suite à une rupture amoureuse, quelles sont vos émotions, à quoi vous pensez, quel est le souvenir qui revient. Et en fait, pour vous donner une idée, une personne qui a fait le deuil, par exemple, d'un être cher, une personne qui est décédée, la personne, elle sait qu'elle a fait son deuil quand elle commence à penser à la personne. Déjà, elle est plus en pleurs. Déjà, c'est quand même un signe quand même important. Et aussi, quand elle se souvient de la personne, elle va se souvenir des moments heureux, des moments où elle a ressenti de belles émotions. Ça veut dire qu'elle a accepté son départ, elle a accepté son décès. Et ça, c'est un ressenti, en fait. Je sais pas si vous voyez autour de vous, mais c'est vrai qu'entre la personne qui est en souffrance, qui est en plein deuil, et la personne qui a fait son deuil, les verbalisations sont totalement différentes. Tout à fait, oui. Alors après, j'avais noté aussi un conseil. Moi, c'est quelque chose, il me semble que je l'avais dit une fois, que je fais depuis 2-3 ans, c'est essayer de faire de la sophrologie, de la méditation. D'accord. Et alors, ça va aider à exprimer les émotions, à les faire ressortir?
En fait, ça va permettre, voilà, ça va permettre à la personne de lâcher prise, de lâcher ses émotions, de D'accord. se libérer. Et en fait, il y a quand je parle de thérapeute, hein, il n'y a pas uniquement des psychologues, vous pouvez aussi aller voir des sophrologues qui vous proposent des exercices de sophrologie. Si vous voulez avoir une idée de ce que c'est la méditation, la sophrologie, vous allez sur YouTube, c'est une mine d'or YouTube, vous trouvez un tas de sophrologues qui proposent des méditations, des exercices de sophrologie. Donc, essayez, testez, et si ça vous parle, si vous avez envie d'aller plus loin, allez voir un sophrologue aussi, en plus de la psychologue, ça peut être bien, ça peut être complémentaire. Parce qu'à partir du moment où vous faites de la sophrologie, de la méditation, vous lâchez prise. Donc, quand vous lâchez prise, après, vous êtes prête à aller voir un psychologue pour parler de ces émotions. Parce que vous avez lâché prise durant la séance. Par exemple, vous avez eu les larmes aux yeux. Moi, si vous voulez, à mon cabinet, je travaille avec une sophrologue, une hypnothérapeute. Et de temps en temps, l'une et l'autre me dit, bon, bah, Anne-France, voilà, j'ai vu telle patiente, elle a pu lâcher prise, elle a pu lâcher ses émotions, elle a besoin justement de parler par rapport à ce qu'elle vit. Vous voyez, c'est vraiment une des thérapies. Complémentaire. Voilà. D'accord. Super, c'est génial ça. Et Voilà, et il y a une question donc d'ailleurs que les utilisateurs se posaient depuis tout à l'heure et que vous allez enfin y répondre. Tu vas y répondre. Peut-on parler de deuil à la suite d'une rupture amoureuse? Et oui. Et oui, d'ailleurs, c'est au niveau des étapes, elles sont similaires, hein. Il y a effectivement un deuil à réaliser après une rupture amoureuse, parce que si vous voulez, il y a deux cas de figure. Il y a la personne qui est quittée ou qui quitte et qui du jour au lendemain se remet avec quelqu'un d'autre parce qu'elle ne veut pas être seule. Donc malheureusement, souvent ce qui passe, c'est que la personne qu'elle rencontre, c'est une personne qui est transitoire dans sa vie et c'est une personne qui subit un peu les conséquences de l'ancienne rupture amoureuse. Donc en soi, c'est pas une solution. Le mieux après une rupture amoureuse, c'est rester seul quelque temps pour faire ce deuil. Et ce qui est bénéfique, dites-vous ça en fait, parce que c'est vrai que quand on entend le mot deuil, ça a une connotation négative, mais dites-vous que en matière de résilience, c'est quelque chose de très positif. Après une rupture amoureuse, vous décidez de rester, je vous donne un exemple, un mois célibataire, un mois seul. Admettons que vous n'avez pas l'habitude d'être seul. Bah justement, c'est l'occasion. C'est l'occasion de vous dire, tiens, j'ai du temps pour moi. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps pour moi pour me faire du bien, pour me détendre, la semaine, le week-end. Et puis après, c'est l'occasion aussi de prendre ce fameux cahier de la transformation de soi et de vous dire, bon, c'est fini avec ce monsieur ou cette dame. Maintenant, dans la nouvelle relation amoureuse, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus? D'accord. Mais ça, si vous prenez pas le temps de faire cette coupure, que vous retournez dans une autre, vous vous jetez dans une autre relation, vous n'avez pas le temps d'avoir ce recul. Et c'est là où il y a souvent des personnes qui reproduisent en fait, qui renouvellent, qui reprennent le même style de personnes avec les mêmes problématiques. Donc du coup, voilà. Et après, de nouveau, il y a une rupture amoureuse. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la personne, à un moment donné, elle réalise qu'il faut vraiment qu'elle fasse une coupure pour faire un petit travail sur elle-même, pour pouvoir se relancer par la suite. D'accord. Donc ça peut mener soit encore à une autre rupture, soit finalement à une pause, plus ou moins, non? Voilà. Mais c'est vrai que la pause est quand même bénéfique, vraiment. Hein, c'est ce que je vous conseille. Après, tout à l'heure, on en parlait. Il y a aussi, on fait le deuil, on déménage. Après un licenciement aussi. Après un licenciement, on doit rechercher un autre travail. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, c'est le deuil de l'ancien travail, des anciens collègues de travail. Donc c'est vraiment le deuil, c'est quelque chose qu'on fait, comme tout à l'heure j'expliquais, hein, c'est dès qu'on change d'état, en fait, on fait le deuil avec les différentes émotions qu'on peut ressentir. D'accord. Et alors, j'en profiter du coup pour poser des questions d'utilisateurs que j'avais vues, mais que je ne peux pas avoir sous les yeux, mais je me permets de poser la question directement. On avait notamment une femme qui était l'amante d'un homme, mais qui du coup ne sera pas avec cet homme. Est-ce que ici on peut parler d'un deuil amoureux à faire, alors même qu'elle n'est pas directement, on va dire, dans une relation stable avec cette personne? Donc là, si j'ai bien compris, elle veut mettre un terme à cette relation. Elle doit mettre un terme à cette relation parce que finalement, cette personne ne va pas rester avec elle. Et oui, donc là, effectivement, il y aura aussi un deuil à faire. Un deuil à faire avec, dans ce genre de situation, ce qui est conseillé aussi, c'est de couper totalement avec la personne parce qu'il doit avoir peut-être une dépendance et qui doit être présente et couper. Tout dépend de la personne, hein. Il y a des personnes qui vont même jusqu'à changer de numéro de téléphone pour pouvoir faire la coupure aussi. Oui, parce que c'est très, très difficile, ouais. Oui, c'est ça. C'est pour ça que oui, là aussi, c'est un deuil à faire, tout à fait. D'accord, merci Anne-France. On avait une autre question directement ici en ligne où une personne nous demandait si l'aide d'une personne proche était indispensable lors d'un deuil. Alors,
Par rapport aux proches, indispensable non. Maintenant, si dans votre environnement, vous avez des proches qui sont suffisamment dans l'objectivité, qui vont vous donner des conseils quand vous les demandez, qui vont pas vous imposer leurs conseils, qui sont bienveillants, qui sont à l'écoute, qui respectent votre rythme. Donc, en fait, il faut, ce qu'il faudrait, c'est que l'environnement familial, environnemental, soit pas des psychologues, mais presque, vous voyez. Et c'est difficile quand les proches, il y a l'affect qui est là. Donc, quand il y a l'affect, c'est difficile d'être dans l'objectivité. Tout à fait. Ça peut arriver d'avoir plutôt à la rigueur des amis qui arrivent à faire justement ce côté psy, hein, façon de parler, mais qui arrivent beaucoup plus facilement à être dans l'objectivité. Mais ça reste quand même difficile à trouver. Mais ça arrive, ça arrive. Par contre, au niveau de la famille, comme il y a l'affect, c'est quand même plus difficile de trouver cette objectivité-là. D'accord. Merci pour ce conseil, Anne-France. Alors. Juste pour terminer là-dessus, oui. Il y a des personnes qu'elles font parce que c'est vrai que sur Internet, il y a un tas de choses, il y a un tas de forums. Elles vont sur des forums où elles discutent, par exemple, d'une rupture amoureuse avec d'autres personnes qu'elles ne connaissent pas. Donc, par écrit, ça aussi, c'est thérapeutique. Elles se donnent des conseils et c'est des conseils qui sont très précieux, qui sont très intéressants et très constructifs aussi. Donc, ça, c'est pas mal aussi parce que ça reste inconnu à inconnu. Ça peut être bien. Ça... Effectivement. Il n'y a pas de jugement, au moins, on sait de la part de cette personne. Voilà. D'accord, super. Merci Anne-France. On a Diana aussi qui nous demande comment faire le deuil d'une rupture quand on a la blessure de l'abandon. Ah bah là, ce qu'il faut, ça serait bien d'être suivi, d'avoir une thérapeute justement pour travailler par rapport à cette blessure d'abandon, travailler sur votre estime de vous-même, pour avoir plus confiance en vous, pour vous affirmer, pour travailler sur cette blessure. Il faut mieux aller voir un thérapeute, ça serait bien. D'accord. Parce que c'est difficile pour le faire soi-même ici, finalement. Voilà, c'est ça, c'est difficile. D'accord. De le faire seul. Parce que c'est plus difficile de réaliser ce deuil avec cette blessure-là. Parce que cette blessure-là, il faut la travailler. Pourquoi vous l'avez, d'où elle vient, à quelle période de votre vie, et où vous en êtes par rapport à cette période de votre vie. Et ça, c'est vrai que c'est bien de pouvoir le faire avec un thérapeute. D'accord. Merci Anne-France. On a Elisa qui nous dit « J'arrive pas à faire mon deuil car je suis hypersensible. Est-ce que c'est plus difficile pour un hypersensible de faire son deuil ?» Alors, d'un côté, je dirais oui, effectivement, parce que quand on est hypersensible, bah forcément, il y a les émotions qui sont décuplées, donc c'est beaucoup plus intense et c'est beaucoup plus, du coup, difficile à faire. Et là aussi, je conseillerais pour les hypersensibles aussi d'aller voir un thérapeute aussi, en étayage. D'accord. C'est la difficulté, effectivement. D'accord. Il y a Fiona aussi qui nous dit, alors Fiona n'a pas dû arriver au début du direct parce qu'elle nous dit, est-ce qu'il y a une durée normale pour faire son deuil? Donc, je te laisse voilà, je veux pas que ça soit faussé ce que je dis parce que c'est entre 6 mois et 2 ans et c'est propre à chacun. C'est vraiment. Après, si vous le faites en 3 mois, vous n'êtes pas anormal pour autant. Ça peut arriver aussi. C'est plus rare, mais ça peut arriver. C'est vraiment propre à chacun. D'accord. Il y a pas le tout, c'est de commencer le deuil. À partir du moment où vous commencez, voilà. D'accord, super. Et alors là, on va passer à autre chose. Alors, c'est un autre sujet. Enfin, on parle aussi d'un deuil finalement, je pense ici. Il y a Mimo qui nous dit, moi j'ai une maladie, le psoriasis. Je ne sais plus quoi faire. On m'a dit que c'était psychologique. Est-ce que ici, on parle d'un deuil finalement, de savoir qu'on va avoir une maladie? Là, j'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir répondre exactement. D'accord, d'accord. Alors, désolé Mimo, mais on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir te répondre. Voilà, c'est qui t'a envoyé un petit message privé pour donner un peu plus d'informations par rapport à ce psoriasis, depuis quand vous l'avez, suite à quoi, quel a été le facteur déclenchant, c'est vraiment voilà pour avoir plus d'informations, où vous en êtes dans votre vie. Et ça, comme ça, spontanément, là, je peux pas vous répondre, pas vous dire de bêtises. D'accord, pas de souci Anne-France. Est-ce qu'on peut parler d'un deuil lors d'une rupture amicale aussi? Parce que finalement, on peut le vivre d'autant plus mal qu'une rupture amoureuse. Parce que ça peut être des amis d'années et d'années. Et oui, tout à fait. Là aussi, hein, c'est pareil. Hein, et c'est aussi les différentes étapes. Ce sont les mêmes étapes aussi. C'est aussi difficile une rupture amoureuse, hein, parce que l'amitié, je veux dire, une amitié qui dure pendant 20 ans, 30 ans, s'il y a un deuil à faire de cette rupture amicale, c'est sûr que c'est aussi difficile. Et là aussi, c'est un deuil à réaliser qui prend du temps. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont essayer justement d'être aussi, tout à l'heure j'en parlais, plutôt dans le déni de finalement ce qui se passe c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, c'est mon ami depuis 20 ans, 30 ans, donc je passe. Qui a ce qu'à un moment donné,
il y a des personnes qui pardonnent, qui passent des comportements, des actions, mais à un moment donné, c'est plus possible. Donc c'est là, si vous voulez, c'est souvent ce que je dis, en fait, c'est à un moment donné qu'on entend souvent cette expression, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui fait qu'à un moment donné, la personne, elle se dit non, là, c'est bon, c'est plus possible. Même si ça fait depuis 20 ans qu'on est amis, là, je peux plus supporter son comportement, son manque de respect, un tas de choses. Voilà, mais là, c'est vrai que c'est difficile parce que quand c'est l'affect, il y a de l'amour, il y a de l'affect, c'est difficile d'être dans ce cheminement de deuil et de couper. Mais c'est vrai qu'en amitié, c'est aussi difficile. On n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que c'est aussi difficile en amitié qu'en amour de faire la rupture et de faire ce deuil aussi. D'accord. On va finir avec une dernière phrase qui m'interpelle beaucoup et dont effectivement Anne-France a aussi parlé. Elisa qui nous dit « Je parle jamais de moi et j'arrive pas à faire mon deuil ». Ici, on va lui rappeler que finalement, si elle n'arrive pas à parler, c'est quand même très important de parler, de faire ressortir ses émotions pour pas qu'elles se somatisent déjà d'une part, mais également que, donc je vais laisser cette partie-là à toi, que le thérapeute est une aide très importante à ce niveau-là. Tout à fait, pour pouvoir exprimer ses émotions. Et en fait, la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi depuis combien de temps en fait vous avez du mal à parler de vous? Vous pensez que c'est en lien avec quoi en fait? C'est le premier questionnement à avoir. Depuis combien de temps dans vos souvenirs lointains, le plus lointain possible, vous vous souvenez que vous avez eu du mal à parler de vous? Qu'est-ce qui a, durant votre enfance ou peut-être durant votre adolescence, qu'est-ce qui a été qui vous a impacté psychologiquement parlant pour justement vous dire je parle pas de moi, peut-être que parce qu'il y a des personnes en fait en fonction de ce qu'elles ont entendu, peut-être qu'elles ont entendu leurs parents, soit la mère, soit le père ou le frère ou la sœur dire c'est pas la peine de parler, de manière tu dis n'importe quoi, ça a aucun sens ce que tu dis, tais-toi. Vous voyez, il y a un tas de choses que les enfants, les adolescents peuvent entendre et du coup quand ils arrivent à l'âge adulte, parler d'eux, pour eux, s'ils n'ont pas coupé ces croyances limitantes du passé, du coup, ils ont du mal à parler d'eux parce que inconsciemment, ils se disent, non, je vais pas parler de moi parce que du coup, on va me dire que ce que je dis, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, vous voyez. Et ça serait bien, effectivement, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé si vous voulez nous donner un peu plus d'informations, avec plaisir de vous répondre. D'accord, super. Eh ben, Anne-France, je te remercie beaucoup pour ce direct. J'espère que les questions et les réponses aussi ont également plu aux utilisateurs. Je rappelle à tout le monde que la thérapie en ligne est toujours disponible. On est déconfiné, c'est vrai, mais ça peut permettre à beaucoup de personnes de sauter le pas de la thérapie en présentiel. Et pensez à votre bien-être. C'est pas parce qu'on est en dépression obligatoirement qu'on doit aller en thérapie et également donc sachez que la thérapie est faite pour tous, pour le développement personnel, pour de l'anxiété, bien sûr pour la dépression, mais pour bien d'autres sujets. Pensez à vous, pensez à votre bien-être. Donc je te remercie Anne-France d'avoir toi aussi propagé ce bien-être pour ce direct et de nous avoir aidé sur toutes ces questions de deuil. On se retrouve, j'espère, très vite pour un prochain direct. Et donc, je te dis à très vite et puis des bonnes vacances à toi. Merci à toi aussi. À bientôt. Merci. Au revoir.